Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi ce soir c'est l'apocalypse. C'est la galère, mon micro m'a lâché, ma ring light m'a lâché, je suis à demi dans la pénombre, je pensais avoir un vendredi cool, là mon vendredi il est sabordé, je vais devoir travailler toute la nuit, mais c'est pas grave, les voisins ont commencé à s'agiter, il y a rien qui va, c'est pour ça qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je m'excuse encore, j'espère que le sujet vous plaira, de toute façon il est d'utilité publique, surtout pour les parents, parce que vous le savez, il existe des films et des dessins animés qui se consomment comme des sucreries, on les regarde, on sourit et on oublie. Des paillettes sans substance et des mélodies éphémères. Et puis il y a ceux, les autres, bien plus nombreux, bien trop nombreux, derrière la façade du divertissement qui révèle une trame bien plus profonde, un langage codé, des vérités voilées, des œuvres qui murmurent des secrets à ceux qui savent écouter. Et justement, K-Pop Demon Hunters appartient sans l'ombre d'un doute à cette seconde catégorie. Un dessin animé apparemment léger, conçu pour séduire les adolescents avec ses refrains accrocheurs, ses chorégraphies colorées et son esthétique pop impeccable, mais qui cache, vous allez le voir sous son vernis fluo, une parabole troublante sur l'industrie musicale elle-même, sur les pactes silencieux qui la structurent et la nourrissent, et sur la manière insidieuse dont les barrières spirituelles qui nous protègent, qui protègent la psyché collective, j'ai envie de dire, sont grignotées, inversées, redéfinies. Pour ne rien vous cacher, lorsque mon fils, avec l'enthousiasme propre à sa génération, m'a parlé de ce film après l'avoir vu chez un copain à lui, je n'ai pas résisté. Il était tellement, c'était extraordinaire, les musiques étaient numéro 1 sur Spotify, c'était un phénomène à voir et à revoir, parce que très bien fait, coloré, de beaux animés, bref, je l'ai regardé sans hésiter une seule seconde. Dès les premières secondes, j'ai ressenti cette impression étrange, ce frisson familier, ce déjà-vu troublant. D'ailleurs, le même frisson qui m'avait traversé en écrivant certains chapitres de mon livre qui est enfin sorti à la vente. Je vous mets tous les liens pour ceux qui voudraient l'acheter en barre de description de cette vidéo et qui est justement consacré à l'envers du décor de la musique, aux liens occultes qui traversent l'industrie et aux forces invisibles qui la manipulent. La synchronicité était bien trop forte pour que je ne la relève pas. C'est comme si la fiction, par des images codées et des archétypes universels, venait confirmer point par point les intuitions, les recherches, les fissures du réel que j'avais déjà tracé. Madame Duchesse, en ce moment, vous avez vu, elle nous fait l'honneur de sa présence tous les jours. Et j'aime bien parce que c'est toujours des sujets très très connectés. Mais avant de plonger plus profondément dans l'analyse de ce show absolument déroutant, je vais dire ça comme ça pour le moment, je veux remercier mon partenaire du jour. Parce que vous savez combien il est difficile de décrypter ces images, ces symboles, ces récits qui manipulent l'inconscient collectif sans avoir l'esprit clair. C'est pour ça que je remercie Emma Sleep de soutenir cette enquête. Parce que oui, tu crois que c'est ton café qui te réveille le matin? Faux. La vraie différence, c'est la qualité de tes nuits. Imagine, tu poses la tête et avant même d'avoir compté jusqu'à 3, tu dors déjà. Parce que oui, c'est un choix. La rentrée, tu peux l'attaquer épuisé ou reposer comme jamais. Et si ton lit ressemble plus à une planche en bois qu'à un nuage, passe à la version 2025 de tes nuits avec Emma. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme de haute qualité, conçue pour épouser toutes les morphologies et toutes les positions du sommeil. Résultat, soutien et confort primé. Tu le vois en image sur leur site, c'est primé, c'est récompensé. Je vous l'ai dit, moi j'ai des problèmes de dos. Réduction des points de pression aux épaules et aux hanches et excellente indépendance de couchage si jamais vous dormez à 2. La structure est respirable pour limiter la chaleur nocturne. Tu bouges moins, tu plonges plus vite dans le sommeil profond et tu te réveilles vraiment réparé. J'en suis la preuve. Les matelas Emma m'ont changé la vie. Je parle par expérience. Et vraiment, je vous le recommande. Après, même si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, Emma propose aussi des accessoires qui améliorent directement vos nuits. Oreiller ergonomique qui stabilise la nuque, surmatelas pour ajuster la fermeté sans tout remplacer, couette légère et respirante. Vous pouvez upgrader étape par étape et profiter de la même offre que j'ai réussi à avoir pour vous aujourd'hui. Et en plus, la vérité c'est que vous commandez sans risque puisque vous pouvez bénéficier de 100 nuits d'essai à domicile. Vous n'êtes pas convaincu? Vous le croyez pas? Pourtant,
vous retournez votre matelas Emma Matelas gratuitement, frais de renvoi pris en charge et remboursement. Donc, quel est le risque? Vous aimez vous adopter, vous aimez pas vous renvoyer. Moi, je dis, c'est gagnant-gagnant. Et en plus, sachez qu'en ce moment, avec les promos de rentrée French Day, il y a jusqu'à moins 50% sur le site Emma. Et avec mon code promo Mazikin, vous avez 10% supplémentaires sur les produits déjà en promotion. Alors dépêchez-vous d'aller cliquer sur le lien en barre de description et en commentaire épinglé, choisir votre matelas ou les accessoires qui vous plaisent, entrez le code Mazikin avant le 29 septembre à 23h59 exactement et faites de votre rentrée la plus reposante de l'année. Avec Emma Sleep, la rentrée commence dans ton lit. Alors vraiment, n'hésitez pas. Et maintenant, rentrons dans le labyrinthe de ce sujet. Installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant les amis. À première vue, K-Pop Demon Hunters se présente comme un blockbuster pour adolescents avec ses chorégraphies colorées, ses chansons accrocheuses et son esthétique calibrée. Mais derrière cette façade, le film incorpore des éléments anciens et puissants, des références directes au chamanisme coréen, au muisme, au rituel Gut où chant et danse ouvrent des portails invisibles. Vous l'avez compris, malgré ses paillettes, cet animé déploie un discours très ancien. D'ailleurs, pendant mes recherches, je suis tombée sur un excellent article de l'excellent site Vigilant Citizen, je vous en parle souvent, qui lors de la sortie du film a fait une espèce de décryptage et qui n'a pas simplement relevé les images esthétiques, mais qui a carrément lu le film comme on déchiffre une carte rituelle. Et sur de nombreux points, il m'a amené dans des considérations et dans des déductions hyper pertinentes. Pour ceux qui savent lire l'anglais, allez-y, n'hésitez pas. Et ce qu'il a dit rejoint complètement ce que moi-même je me suis dit. Ce film va loin, bien plus loin que ce que l'on pourrait imaginer. C'est un continuum entre le chamanisme coréen ancien et la mécanique moderne de la pop, c'est-à-dire un mélange de muisme, de rites gut où la danse et le chant ouvrent et ferment des seuils et ouvrent des portails invisibles, et d'une logique industrielle qui transforme ces pratiques en spectacle mondial. Alors pour l'histoire, un groupe fictif, Hunter X, est présenté comme une formation musicale triomphant sur les charts mondiaux. Mais ce succès, on va rapidement s'en rendre compte, n'est absolument pas accidentel. Il est programmé, voulu, ritualisé. Rien que le nom du groupe, entre nous, Hunter X, c'est plus qu'un nom, c'est un logo et les chansons sont conçues pour traverser les écrans et pénétrer les foules. Et non seulement c'est le cas dans le dessin animé, dans le scénario, mais c'est clairement ce qui se passe dans le réel, puisque comme je vous le disais en introduction, mon fils me dit que toutes les chansons du dessin animé sont numéro 1 des charts. Alors, dans la diégèse du dessin animé, chaque génération voit naître un trio choisi pour accomplir une mission sacrée, élever une barrière protectrice contre les démons, le On Moon, littéralement la porte de l'âme. Dit comme ça commence plutôt pas mal. Cela ressemble à un conte héroïque où à base de vibrations et de fréquences, on se protège des démons. On aime. Mais en réalité, vous allez le voir, c'est beaucoup plus sournois. Parce que ce film ne s'arrête pas seulement à la figure héroïque. Il dit aussi tacitement que les mêmes forces qui fabriquent la protection peuvent aussi la détourner. Le rituel devient merchandising, la protection devient branding. Et le plus troublant, c'est la logique du parallèle entre la fiction et le réel. Dans le film, on amène le spectacle au rang de rituel. Dans la vie réelle, la pop nous sert de rituel. Les fans ne sont pas seulement des consommateurs, ils sont la matière première d'un système qui recueille les énergies. On parle ici de méga rituels, concept crucial, des foules synchronisées, des vibrations sonores, des refrains martelés, des corps qui ondulent ensemble. Tout cela, dans la logique ésotérique, concourt à créer une forme d'agrégation d'énergie capable d'être canalisée. Et c'est exactement ça que décrit K-Pop Demon Hunters. Regardons d'abord les personnages
regardons aussi les symboles. L'imagerie, vous allez le voir, est lourde de sens. Le film saupoudre le récit d'un symbole récurrent qu'on connaît que trop sur ma chaîne, répété comme un leitmotiv, l'œil unique. Vous l'avez vu dans la pochette de la bande originale, vous l'avez vu dans bon nombre de clips, un rayon de lumière qui frappe l'iris d'une chanteuse, une mise au point insistante sur l'œil, comme si l'œil était la porte. Ce n'est clairement pas un caprice graphique, c'est le sceau d'une complicité. C'est l'emblème qui dit « l'élite a validé, l'élite a scellé ». Et quand l'œil est partout, ce n'est pas seulement un message visuel, c'est une signature d'autorité. L'œil unique a une histoire longue dans la culture occulte et dans la pop culture. Il marque la connivence, il marque l'appartenance et le film le met en scène sans honte. Autre élément majeur au-delà de cette symbolique, et d'ailleurs que Vigilant Citizen a épluché en détail et que je veux faire résonner ici, c'est, vous allez le voir, l'inversion des symboles traditionnels. Dans ce dessin animé, ils se sont appliqués dans cette stratégie, j'ai envie de dire. Rumi, la chanteuse lead, donc le leader du groupe de Hunter X, en est l'incarnation. Mi-humaine, mi-démon, elle cache les marques de sa nature. Au fil du film, elle accepte ces marques. Un œil devient lumineux et elle bascule. Clairement, dans la structure du film, l'émancipation de Rumi devient l'alibi moral qui transforme la barrière protectrice, le Honmun, en quelque chose de mutable, modulable, accueillant les ombres au lieu de les contenir comme il se fait normalement dans la tradition coréenne. Et justement, ce glissement symbolique se retrouve dans beaucoup d'autres détails. Rumi, en conflit intérieur, se rapproche de Jinu, le leader des Saja Boys, qui lui confie avoir pactisé avec le diable pour échapper à la pauvreté, laissant pour ce faire mourir sa famille. La honte et la culpabilité deviennent des chaînes invisibles que Guima, l'adversaire de l'héroïne dans le dessin animé, utilise pour contrôler. Dites-moi pas que c'est pas juste l'allégorie de ce qui se passe dans le showbiz et dans l'industrie musicale d'Hollywood. Moi, en tout cas, ça m'a fait dresser les poils sur les bras. Les animaux encore associés à Jinu, c'est-à-dire un tigre bleu et une pie à 6 yeux, c'est même pas la peine de commenter, le 6, mais bon, sont directement inspirés, sachez-le, des peintures coréennes traditionnelles, les jakodo, qui ont longtemps été des signes protecteurs. Mais là où dans la tradition, le tigre chasse les esprits et la pie annonce de bonnes nouvelles, le film inverse les symboles. Le tigre et la pie deviennent les familiers du démon. Le tigre devient bleu, l'animal qui accompagne le démon Jinu, compagnon de Rumi, et la pie devient anormale, avec donc 6 yeux. Ils auraient pu lui en mettre 4, ils auraient pu lui en mettre 10, ils en ont mis 6. Ce n'est clairement pas de l'esthétique pour l'esthétique. C'est une inversion spirituelle. Et l'inversion est totale, et elle n'est pas gratuite. Elle habitue le spectateur à voir le protecteur devenir l'ennemi, le démon devenir le familier. Et ceux qui croient pas qu'au final, c'est un peu des débuts d'explication de ce pourquoi l'humanité est sur une plante descendante depuis bien longtemps maintenant et que c'est connecté justement par tout ce quoi on est nourri, que ce soit dans la télévision, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les musiques, que ce soit dans la nourriture, vous êtes bien naïfs et il serait peut-être temps de vous réveiller. Ces inversions sont clairement des marqueurs d'un récit gnostique. Ce n'est plus la lutte manichéenne lumière contre obscurité, mais l'acceptation, la fusion. On est dans ces steps-là. Les barrières tombent pour laisser place à une nouvelle sacralité où le démon n'est plus à rejeter, mais à intégrer. Et ça, regardez les séries autour de vous. Je me faisais la réflexion, encore une fois, synchronicité oblige, il y a quelques temps de ça, je regardais, je me disais, mais enfin, ils produisent plus de films d'horreur, de films bizarres, etc., que de films avec des portées spirituelles, philosophiques, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, les héros de nos enfants, c'est des anti-héros, et majoritairement, ils flirtent, surtout les chanteurs, avec ce côté obscur de la force. Si vous voyez ce que je veux dire. Le message est dangereux. Et je n'emploie pas dangereux à la légère, parce qu'il conditionne une morale générationnelle selon laquelle embrasser l'ombre est une voie de guérison. Comment éduquer une génération au discernement si les récits les plus populaires leur enseignent l'intégration de la transgression? Et après on s'étonne que tout part à volo. Mais enfin, c'était écrit. Pour le coup. Et vous allez le voir, la machine narrative et ou, devrais-je dire, la programmation mentale prédictive des jeunes ne s'arrête pas là.
L'adversaire dans le film, donc je vous le disais, Guima, dont, sachez-le, le nom inversé signifie littéralement diable en coréen, comprend que la force brute est en train d'échouer. Comme l'attaque frontale ne marche pas contre Hunter X, Guima opte alors pour la ruse. Créer non pas un monstre, parce que ce serait trop visuellement inquiétant et que tout le monde se méfierait, mais un boys band, les Saja Boys, et les envoyer conquérir les charts. Alors le boys band est une stratégie d'infiltration, vous l'avez compris. Ses membres, tout le long du dessin animé, sont ridiculisés, infantilisés, on les voit assis sur des chaises pour bébés, portant des bavoirs, accomplissant des numéros humiliants pour mieux séduire. La honte fabriquée devient, vous l'avez compris, un vecteur de séduction. Et ça, c'est motus operandi de tout. Les téléréalités, on y est aujourd'hui, on nage dans ça, on est attaqué de toutes parts par ce genre de crétinerie. Et la séduction, dans le récit, ne se contente pas de séduire les sens, elle aspire les âmes. La séduction devient un piège. Et derrière ça, déjà ça c'était énorme, mais croyez-moi, dans ce dessin animé, je n'ai cessé d'halluciner d'une minute à l'autre. Les paroles peuvent se lire littéralement comme des actions rituelles. En effet, les membres du groupe portent des motifs démoniaques sur leurs vêtements. Le logo du lion Saja est modifié, le nez et la bouche rappellent subtilement Baphomet. Le symbolisme est explicite, à qui veut bien le voir, mais à un moment donné, il faut arrêter de nier. Quand la pop mainstream uniformise ces symboles, cela ne reste pas esthétique. Cela conditionne l'imaginaire collectif. Et encore une fois, ceux qui nient ça, ceux qui veulent penser que c'est des discours alarmistes, vous êtes soit débile, soit dans le déni. Le message est clair. Les démons ne forcent plus la porte, ils entrent par la pop. Et les fans, en devenant obsédés, offrent leur énergie sans s'en rendre compte. Moi, il y a des années de ça, quand j'étais bien loin de toutes ces considérations, je suis allée à un concert à Las Vegas. Je ne citerai pas la personne en question parce que sinon vous allez tous attraper ma veste en me disant mais comment t'as pu aller? J'étais invitée, on m'avait offert la place, je me suis pas sentie de pas y aller, même si déjà à l'époque j'aimais pas l'artiste, mais parce que vraiment c'était un cadeau. Et je suis partie avant la fin. Je suis partie avant la fin et je savais pas le quart de ce que je sais maintenant parce que c'est les fans qui m'ont impressionnée. J'étais très bien placée, c'était un très beau cadeau et les fans m'ont fait flipper. Donc oui, on est dans des rituels, on est dans des fascinations, on est dans des égrégores. Bref, vous l'avez donc bien compris, ce film ne cache pas sa prophétie, il montre qu'à chaque génération, un trio est choisi pour accomplir leur devoir ultime. Leur devoir, chasser ou plutôt canaliser les démons par la voix, par la musique. Ce n'est plus seulement du spectacle, c'est rituel. On insère la chorégraphie, les costumes, la scénographie pour faire office d'un rite. Et le public, en se synchronisant, en se gorgeant de ses formes, participe. C'est ça le méga rituel dont on assiste quand on regarde ce dessin animé. Et c'est ce genre de méga rituel dont j'ai fait l'analyse sur ma chaîne depuis maintenant 5 ans, sur tous les grands événements musicaux qui peuvent avoir lieu de partout dans le monde. L'agrégation des énergies des fans crée quelque chose de tangible, de palpable. Rappelez-vous, à de nombreuses reprises, Taylor Swift a déclenché des tremblements de terre. On a entendu des fréquences pendant, je crois, le concert de Lady Gaga au Brésil qui n'avaient jamais été enregistrées jusqu'alors. Qui peut encore nier ce genre de fait? Et ce quelque chose, dans l'imaginaire occulte, peut être redirigé. Voilà pourquoi les spectacles ne sont jamais anodins. Voilà pourquoi les décideurs culturels qui tirent les ficelles s'intéressent non seulement au talent, mais à l'efficacité rituelle d'un produit. Je sais, tout cela serait peut-être une fable, un récit métaphorique, s'il n'y avait pas des répercussions dans le monde réel. Alors, il suffit d'aller sur ma chaîne et d'aller sur mes playlists pour se rendre compte que c'est à toute occasion, ouverture des Jeux Olympiques, ouverture du Commonwealth, tous les red carpets, etc., etc. Mais là, pour le coup, il y a 2 éléments qui, pour moi, confortent absolument cette narration, cette compréhension de ce dessin animé et qui arrivent exactement dans la même ligne chronologique. C'est par exemple le 8 septembre à Hollywood, je ne sais pas si en France vous en avez entendu parler, mais une Tesla abandonnée est remorquée. 2 jours plus tard, dans son coffre avant, un corps en décomposition est découvert. Celui d'une jeune fille de 15 ans. Céleste Rivas, disparue
depuis plus d'1 an. La voiture est immatriculée au nom du chanteur D4VD, nouvelle star de la scène, portée par les réseaux sociaux et par une industrie qui transforme les adolescents en idoles planétaires. Officiellement, sachez que l'enquête est toujours en cours. Aucune arrestation n'a été faite. Mais le symbole est là, violent, glaçant. Une voiture, le luxe, image du succès, un artiste adulé qui justement est en pleine ascension. Et à l'intérieur, le cadavre d'une enfant. Dans le film, les Saja Boys séduisent les foules et font disparaître les innocents. Dans le réel, une enfant disparaît et réapparaît morte dans la voiture d'un chanteur qui est en passe de devenir une star internationale. Était-ce une coïncidence ou était-ce la manifestation d'une vérité trop dérangeante? Le succès est-il lié à des sacrifices silencieux? Moi, j'ai un petit peu le début d'une réponse dans ma question et sur ma chaîne. Et c'est pas tout. Ce miroir devient encore plus sombre quand on le connecte à un autre fait récent. En France, en septembre, au moment où l'État déploie EVARS, un grand programme d'éducation à la vie affective et sexuelle censé protéger les enfants, le scandale éclate. Un ancien directeur d'école, condamné pour détention d'images pédophiles, est nommé formateur de ce programme dans la Lozère. L'homme devait enseigner aux instituteurs comment protéger les enfants. Mais derrière cette façade, il était lui-même porteur d'ombre. Là encore, le parallèle avec le film est terrifiant. Hunter X est censé protéger le monde, mais sa chanteuse principale est elle-même un démon. L'institution qui devait protéger les enfants est infiltrée par un criminel. Le Honmoon est percé à l'intérieur. Les protecteurs deviennent la menace. Et je vous le dis, tout ça s'est fait dans une espèce de ligne de temps. En plus, chronologiquement, c'était tellement connecté que je me suis dit, tu ne peux pas ne pas en parler. C'est quand même, je trouve que c'est assez bluffant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que tout ça, c'est bien ce que montre K-Pop Demon Hunters. Une inversion morale, une confusion volontaire. Mais bon, il faut être clair quand même. Ce que j'avance n'est pas une rhétorique moralisatrice gratuite. Il ne s'agit pas d'affirmer que la pop est satanique comme un mantra simpliste. Je ne suis pas là. Il s'agit de regarder la manière dont ces symboles, les rituels, les pratiques sont coaxés dans l'industrie et de comprendre que l'exposition répétée de certains mythes édifie des réflexes cognitifs chez les jeunes. Et ça, c'est là que je veux vraiment sensibiliser la majorité. Rumi, le personnage principal, en acceptant sa part d'ombre, change la nature du rituel protecteur. Les Saja Boys transforment l'adoration en sacrifice symbolique. Et dans le réel, nous observons des lignes similaires, des programmes mal supervisés, des véhicules partagés qui servent de tombeaux, des éclats d'ombre partout où l'on suppose de la lumière. Et sachez-le, le film recourt à d'autres techniques d'endoctrinement visuel. L'un des procédés essentiels est l'esthétisation du démoniaque. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je le dénonce sur ma chaîne, et alors dans ce dessin animé, c'est l'apothéose. Motifs démoniaques intégrés dans la mode, dans la scénographie, normalisés dans la chorégraphie, le démon devient tendance, le diable est présentable. C'est une stratégie de désensibilisation. Quand la mode intègre l'iconographie de la transgression, quand la pop musique commercialise les motifs de l'occulte comme des accessoires, nous tombons dans une relation dangereuse à la symbolique, et ça, personne ne peut le nier. Les jeunes, avides de tendance, adoptent ces détails sans en saisir la portée rituelle. Et pourtant, dans la logique occulte, ces détails agissent comme des points d'ancrage. Et ça, trop de gens l'ignorent ou trop de gens ne veulent pas l'admettre. Au choix. Il y a aussi la logique narrative de cette œuvre. K-Pop Demon Hunter ne raconte pas seulement l'ascension d'un groupe, il raconte un renversement moral. Le fil rouge du film, c'est la transformation du chasseur en compagnon, de l'ennemi en allié. Parce que quand même, hier on récitait la sanctification de la vertu, aujourd'hui on récite la théologie de la dualité fusionnée. Les écoles occultes, il faut le savoir, depuis des siècles, enseignent ce que ce film expose, la divinisation par intégration des contraires. Rumi apprend à embrasser ses pulsions, à accepter sa monstruosité. Elle est récompensée par la reconnaissance et l'amour. La morale du film devient, pour être entier, il faut réunir le meilleur et le pire. C'est du gnosticisme repackagé pour les écrans. Je le répète, là où jadis la culture proposait des récits de limites, de protection, aujourd'hui, elle propose des récits d'intégration. C'est intéressant, fascinant,
mais c'est surtout aussi dangereusement neutre vis-à-vis des conséquences sociales. Alors, éventuellement, certains me diront que je conspire pour conspirer, que je lis des signes là où il n'y en a pas. Mais souvenez-vous quand même, la puissance symbolique n'est pas anodine. Les images forment des habitudes et les habitudes forgent des sociétés. Il suffit de regarder la réception des enfants. Et ça, ici, je ne sais pas s'il est encore sorti en France ou s'il va bientôt sortir, mais ici, c'est des enfants qui regardent le film en boucle. Des chansons qui répètent des refrains comme des mantras. Des fans ensorcelés par les chorégraphies. Le film raconte, sans le dire trop fort, que la musique est un outil de récolte d'énergie. Et cela rejoint une série d'accusations et de scandales contemporains sur l'exploitation, sur les abus et sur la pédocriminalité dans et autour de l'industrie du divertissement. Forcément, tu ne peux pas croire après ça que le parallèle n'est qu'une métaphore vide. Dans la réalité, des carrières se créent et se protègent, des réseaux se tissent et parfois, derrière les paillettes, il y a des zones d'ombre où l'abus peut prospérer dans l'indifférence générale. Honnêtement, quand je me suis plongée dans ce film, je me suis souvenu d'innombrables cas, partout en fait où l'argent, la célébrité et le secret s'en mêlent. Le film situe d'ailleurs les scènes de spectacle comme des points culminants, des moments où la symbolique se condense. Les concerts des Saja Boys deviennent des rituels occultes, les foules deviennent des réservoirs. Et tout ce temps, les producteurs, ces mêmes opérateurs de marché qu'on a dans l'industrie musicale et cinématographique à travers le monde, savent tirer profit de l'efficacité rituelle d'un produit qui crée de l'adhésion au niveau corporel et émotionnel. Quand 1 million de jeunes reprennent la même phrase, la même posture, la même expression, quelque chose se construit au-delà du son, une mémoire collective, un réflexe. C'est pas pour rien que j'ai utilisé ce monde-là, ce monde-ci, pas le dessin animé, mais ce monde de l'industrie musicale pour démarrer le premier tome de notre tétralogie, Les fissures du réel. Parce que je trouve que c'est le plus flagrant et que c'est surtout le plus aberrant et en plus le plus dangereux. C'est pour ça qu'il est essentiel d'exposer la mécanique. La bonne nouvelle, si l'on peut dire la bonne nouvelle, si on peut l'appeler ainsi, c'est que la conscience peut se réveiller en nommant les symboles, en décrivant les stratégies, en mettant en regard le film et le réel, comme je viens de le faire avec D4VD et Evars. On dérobe aux images leur impunité. Le film devient alors un test. Est-ce que la société reconnaîtra la stratégie de manipulation symbolique ou est-ce qu'elle l'assimilera au rang d'une simple mode? Affaire à suivre. Mais bon, quand même, regardez autour de vous, les réseaux sociaux regorgent d'eux-mêmes, de montages, d'images qui rient de la tragédie. Après certains faits divers, on observe une étrange euphorie en ligne, des posts qui se moquent, qui célèbrent la chute d'un personnage public, des réactions qui ne semblent plus humaines. K-Pop Demon Hunters insiste sur la normalisation de la célébration d'un mal déguisé en spectacle. Le film montre comment on peut transformer l'horreur en divertissement. Le réel, la découverte d'un corps, la révélation d'un référent condamné montrent comment la société parfois répond à la tragédie par la banalisation. Et c'est ce mélange qui doit nous alerter. On veut faire de l'ombre un produit, puis vendre l'indifférence comme une vertu. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et je sais ce que certains vont me dire. Et face à quoi, qu'est-ce que tu proposes? Parce que c'est bien beau de dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la fin d'une époque où l'on pouvait facilement croire que la culture pop n'était qu'un divertissement. Le réveil, les amis, est collectif. On peut exiger plus de transparence des institutions. Vérification FIGAIS, systématique pour les postes sensibles. Enquête transparente sur les entourages professionnels. Traçabilité des actifs des stars quand des décès surviennent dans leur sphère. On peut imposer aux plateformes une gestion plus stricte du contenu violent ou exploitant. On peut, en famille, apprendre à décoder les images et je pense même que ça commence par là. On peut, devant des clips, poser des questions à qui profite ce rituel et qui paye le prix qui n'apparaît pas dans le clip et sensibiliser les plus jeunes, même ceux qui vont peut-être nous prendre potentiellement pour des lourds, des vieux pénibles ou des illuminés. On s'en fout parce que même s'ils ne vous écoutent pas, ils vous entendent. Et une fois que la graine elle est plantée, qui sait quelle magnifique plante ça peut donner?
Et vraiment, j'y crois dur comme fer. Et je peux pas m'empêcher, je vous promets, vu comment c'est tombé, vu comment tout s'est goupillé pour que je fasse le sujet aujourd'hui, j'ai pas pu ne pas connecter à mon livre Les fissures du réel, compte tenu que je le sors hier, il m'arrive que des galères et aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que d'enregistrer cette vidéo qui était pas prévue. Je me dis, attends, donc c'est pas une improvisation, c'est une cartographie. Parce que si cette vidéo vous a troublé, si elle vous suit toute la journée, alors allez plus loin. Lisez, informez-vous, échangez. Ne laissez pas la culture formater vos enfants sans que vous ayez le langage pour leur en parler. Car la vraie puissance est celle qui sait nommer et refuser. Refuser le film, refuser le fait divers, refuser le scandale éducatif, tout cela nous offre un choix. On peut regarder, applaudir et revenir à nos vies comme si de rien n'était, ou on peut tenir la parole, créer des barrières réelles et protéger. Parce que comme leur vibration est négative dans leur sens, nos bonnes ondes et nos bonnes vibrations seront positives dans notre sens. Je répète parce que c'est l'essentiel, l'image, l'imaginaire, la stratégie existent. Et tant que nous n'aurons pas décidé collectivement d'en débattre et d'agir, la culture continuera d'engendrer des récits qui subtilement déplacent les frontières morales. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre ce qui se passe sous la surface, il faut aller jusqu'au bout de la lecture. Il faut se confronter au symbolisme, à la mécanique, à la logique des industries et en parler. Questionner, pas arriver plein d'arrogance parce que ça passera jamais en disant moi je sais que je vais vous apprendre que arrêtez d'écouter. Ça les gens qui sont, vous savez, il y a cette expression qui est on ne peut plus vrai, on n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre. Non, les gens qui arrivent et qui te disent mais qu'est-ce que t'écoutes toi, toujours dans le jugement, toujours à critiquer, toujours à vous dire, c'est que non seulement au-delà de n'avoir rien compris déjà à l'humain, mais en plus à la façon de faire et à la fréquence de communication à avoir, non seulement ça, mais ils participent encore plus peut-être que les négatifs et les méchants à ce que ce soit les mauvaises vibrations qui l'emportent. Non, il faut juste intellectualiser, il faut juste en conscience savoir ce qu'on fait, le définir, mettre le doigt sur ce qui est gênant et agir en conséquence. Je le répète, protéger ne veut pas dire censurer aveuglément. Protéger veut dire enseigner le discernement. Si vous avez un enfant, parlez-lui du film. Ne le laissez pas le regarder seul comme un écran passe-temps. Posez des mots sur ce qu'il voit. Décryptez ensemble le sens des images. Expliquez-lui que des symboles peuvent parfois être séduisants, mais qu'on n'a pas à aimer tout ce qui brille. Gardez en tête que la vigilance peut être douce. Nous ne vivons malheureusement pas dans un conte, nous vivons au bord d'un récit qui peut être réécrit si assez de gens acceptent l'idée d'ouvrir les yeux. K-Pop Demon Hunter nous tend un miroir. Devant ce miroir, bien évidemment, chacun choisira sa lecture. Moi, je choisis d'alerter, je choisis d'expliquer, je choisis d'éclairer les fractures. Parce que, pour l'instant, la seule et vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à accepter ou qu'est-ce que nous devons, par amour pour nos enfants, refuser? Et tout le nœud du problème est là. Et j'espère que après avoir regardé cette vidéo, certains des plus obtus se mettront à se dire que peut-être, au pire, qu'est-ce que ça leur coûte, hein? Tu vois bien qu'en agressant les gens, ça fonctionne pas. Ou alors aller agresser les vrais gens qui méritent, tu vois, aller mener des combats nobles. N'allez pas attaquer des personnes qui essaient d'éveiller des consciences, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Enfin, je sais pas, ne participez plus à l'inhumanité, ne participez plus à entraîner les gens vers le bas, parce que ça commence à devenir pénible. Voilà les amis, il est fin de journée ici et tout bon dyslexique le sait, j'espère que ça se sera pas trop entendu, mais j'ai dû riper sur 34 000 mots, j'aurais fait mon maximum, vous savez combien j'aime nos rendez-vous du dimanche. Voilà les amis, cette fois-ci tout est dit et bien dit, vous savez que pour m'aider et pour contourner l'algorithme YouTube qui m'aime pas trop, on like, on commente, on booste, vous êtes au top, vous me boostez systématiquement et je vois la différence. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus on est fort. Et l'intérêt, c'est d'être très fort. Nous, on se retrouve donc jeudi prochain pour notre format en 3 actus insolites de la semaine. Et en attendant, passez une bonne fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.